Alors que je furetais sur le net tel un rat en quête d'une pitance à me mettre sous la dent dans le but de vous trouver un nouveau sujet pour ma vidéo, mon petit côté taquin n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter sur la page d'un article qui me semblait des plus prometteurs en matière de conneries humaines. Et vous me connaissez, j'ai pas pu résister. Et croyez-moi, vous non plus, vous allez pas être déçus. On entre sans plus tarder dans le vif du sujet, c'est parti. Pour organiser la pire course de tous les temps, il faut d'abord un casting à la hauteur de l'événement. Et le 30 août ont eu lieu les Jeux Olympiques d'été de 1904 qui se sont déroulés à Saint-Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis. Une épreuve en particulier a retenu mon attention. Je veux parler bien sûr du marathon. Sur la ligne de départ, il y a bien quelques marathoniens professionnels, mais ils sont noyés au milieu d'un groupe d'amateurs complets qui n'ont clairement rien à foutre là, du moins en apparence pour certains. Commençons par présenter quelques-uns de nos champions. À ma gauche, nous avons Félix Andrín Carvajal. C'est un facteur cubain. Pour venir jusqu'aux États-Unis, il n'avait pas une thune. Alors il a financé son voyage en faisant des démonstrations de course à pied à travers toute l'île de Cuba. Arrivé à la Nouvelle-Orléans par bateau, notre champion national a une brillante idée. Plutôt que de s'acheter un billet de train pour Saint-Louis comme tout le monde, il décide de tester sa résistance au poker. Ouais, sans déconner, au poker. Le résultat est sans appel. Il se fait plumer et perd absolument tout son argent. Plus un centime pour le train, plus un centime pour manger. Pour rejoindre le départ des JO, Félix doit remonter tout le pays vers le nord, soit une petite balade d'environ 1100 km. En gros, la longueur de la France, rien que ça. Notre athlète va donc se taper plus de 1100 bornes en alternant entre la marche pure et dure et du stop à l'arrière de charrettes de paysans ou de calèches qui passent par là. Quand il arrive enfin à Saint-Louis, il ne se pointe pas en short. Non, ce serait trop simple. Le jour de la course, Félix se pointe sur la ligne de départ avec un pantalon de ville, une chemise blanche à manches longues, des chaussures en cuir et un béret. Un autre athlète américain, pris d'une immense pitié chrétienne, attrape une paire de ciseaux juste avant le coup d'envoi et lui coupe le pantalon au niveau des genoux pour lui éviter de crever de chaud au bout de 2 km. À ma droite, voici Len Tonian et Yann Machiani. Ce sont deux hommes de la tribu Tswana d'Afrique du Sud. Ils ne sont pas venus à Saint-Louis pour faire du sport, mais pour participer à une reconstitution historique de la guerre des Boers dans le cadre de l'exposition universelle qui se tient juste à côté. Ils se sont inscrits au marathon littéralement sur un coup de tête la veille de la course. Ah, et détail technique qui a son importance, ils vont courir les 42 km totalement pieds nus. Ajoutez à cela des Américains qui n'ont jamais couru de marathon de leur vie, et vous obtenez une ligne de départ prête pour un exploit sportif majeur. Mais le casting ne serait rien sans un réalisateur sadique, et ce réalisateur s'appelle James E. Sullivan. C'est le directeur de la course, et ce génie a une théorie scientifique très personnelle. Il est convaincu que la déshydratation forcée permet d'améliorer les performances physiques humaines. Pour tester sa théorie sur ses athlètes, il décide de supprimer purement et simplement les points de ravitaillement. Sur un parcours de 40 km sous une canicule de 32 degrés à l'ombre, il n'y aura qu'un seul et unique robinet d'eau potable situé au kilomètre 19. Le piège est officiellement en place, les fauves sont lâchés et la science va pouvoir observer l'effondrement en direct de la dignité humaine. Le départ est donné, et très vite, les athlètes découvrent la deuxième surprise du chef Sullivan. Le parcours n'est pas goudronné, c'est de la terre battue et de la pierre fine, truffée de collines abruptes. Un véritable parcours du combattant. Mais le vrai problème, ce ne sont pas les mollets ni les courbatures, ce sont les poumons. À cette époque, les officiels de la course, les médecins et les journalistes ne suivent pas les coureurs à vélo. Ils roulent devant eux dans de grosses voitures de l'époque. Ces engins avancent à faible allure et soulèvent des nuages de poussière absolument massifs et asphyxiants. Pour William Garcia, un coureur américain qui était dans le peloton de tête, l'expérience scientifique de James Sullivan tourne court. Au milieu de la course, Garcia s'effondre sur le bas-côté inconscient. À l'hôpital, le diagnostic est sans appel. La poussière qu'il a inhalée pendant des heures a tapissé ses poumons, déchiré la paroi de son estomac et provoqué une hémorragie interne massive. S'il n'avait pas été ramassé à temps, il mourrait étouffé sur la piste. Un grand moment d'esprit olympique. Pendant ce temps, à l'arrière, nos deux coureurs sud-africains, Machiani et Tonian, s'en sortent étonnamment bien malgré leurs pieds nus. Tonian est même en train de remonter vers la tête de la course. C'est à ce moment précis que la faune locale choisit de s'inviter à la fête. Selon les récits, les sources divergent, certains évoquent une meute, mais le consensus historique penche plutôt pour un seul animal. Un chien errant repère le coureur et décide de le prendre en chasse. Tonian se retrouve obligé de sprinter pour sa survie, fait un détour complet de plus d'1 kilomètre à travers les champs pour semer le chien,
avant de réussir à rejoindre la piste complètement épuisés. Et qu'ont fait nos deux Sud-Africains inscrits la veille? Eh bien, ils ont tout simplement humilié la moitié des athlètes officiels. Tonyan termine à la 9e place. Quant à Mashiani, il boucle ses 42 km pieds nus à la 12e place. Sur 32 coureurs au départ et seulement 14 survivants à l'arrivée, on peut dire que le bureau leur tire son chapeau bien bas. Franchement, respect les mecs. Et le ravitaillement dans tout ça? On arrive enfin au kilomètre 19. Le fameux et unique point d'eau de la course tant attendu par les marathoniens. Le seul hic, c'est que l'eau vient d'un puits local non vérifié. Résultat, la moitié des coureurs qui s'y arrêtent écopent d'une dysenterie foudroyante dans les minutes qui suivent. Ceux qui n'ont pas abandonné marchent désormais comme des zombies sous 32 degrés, la gorge sèche, les poumons pleins de terre, en se vidant de leur énergie. Le décor est planté pour l'arrivée des survivants, et vous allez voir que le podium est d'un cynisme absolu. Nous y voilà, la ligne d'arrivée. Après des heures d'enfer, le public voit enfin débouler le grand vainqueur. Il s'appelle Fred Lorz. Il franchit le ruban sous les ovations de la foule et Alice Roosevelt, la propre fille du président des États-Unis, s'apprête à lui poser la couronne de laurier sur la tête. Un exploit légendaire. À un détail près. Au bout de 14 km de course, Fred Lorz a eu de violentes crampes. Fatigué, il a tout simplement arrêté de courir, s'est assis sur le bas-côté et est monté dans la voiture de son entraîneur. Il a tranquillement fait 17 km, assis sur la banquette arrière, saluant joyeusement les autres coureurs qu'il dépassait. Sauf qu'à quelques kilomètres de l'arrivée, le moteur de la bagnole a lâché. Bien fait pour sa gueule. Fred descend, fait le reste à pied, frais et dispo, et dépasse la ligne en premier. Quand les commissaires découvrent la supercherie grâce au témoignage des spectateurs, Lorz sourit et balaye l'affaire en assurant que ce n'était qu'une simple plaisanterie de sa part. Il est aussitôt disqualifié à vie, une sanction qui sera finalement commuée à 6 mois après ses excuses, et qui n'empêchera pas de remporter cette fois légitimement le marathon de Boston de 1905. Le titre de vrai vainqueur revient donc à Thomas Hicks. Mais l'histoire de Hicks est encore plus sordide. À 10 km de l'arrivée, l'homme est au bout de sa vie. Ses jambes ne le portent plus, il veut abandonner. Ses entraîneurs refusent. Pour le forcer à avancer, ils sortent leur propre trousse de secours. Ils lui injectent une première dose de sulfate de strychnine, de la mort au rat, utilisée à l'époque à très faible dose comme stimulant mélangé à du blanc d'œuf. Quelques kilomètres plus tard, Hicks flanche à nouveau. Ses entraîneurs lui balancent une deuxième dose de strychnine, accompagnée cette fois de brandy français. Cocorico. Hicks termine la course dans un état de transe psychotique absolu, il a des hallucinations, il est persuadé que la ligne d'arrivée se trouve encore à des dizaines de kilomètres. Sur les derniers mètres, il ne court même plus. Ses entraîneurs le tiennent sous les bras et le portent littéralement jusqu'à la ligne d'arrivée, tandis que ses pieds se balancent dans le vide. Hicks est sacré champion olympique, perd 4 kilos en une après-midi, est évacué d'urgence par 4 médecins. Et notre facteur cubain dans tout ça? Rassurez-vous, je ne l'avais pas oublié car il mérite à lui seul une mention spéciale. Pendant que les autres concurrents crachent du sable et frôlent l'arrêt cardiaque, Félix lui trottine avec une décontraction déconcertante. Le mec s'arrête carrément au milieu du parcours pour taper la discute et plaisanter avec les spectateurs sur le bord de la route. Il ne capte rien à l'anglais, mais il fait des grands gestes, tape des barres en espagnol et en profite même pour chipper discrètement de la nourriture des mains du public pour se ravitailler. À un moment, il repère des spectateurs assis dans une voiture et leur demande poliment s'il peut avoir une de leurs pêches. Les mecs refusent. Vexé et affamé, Félix tourne les talons, quitte la piste et décide d'aller se servir tout seul dans un verger de pommes juste à côté. Pas de chance, elles étaient pourries. Pris de crampes d'estomac massives, Félix s'est allongé sur le bas-côté de la route, a fait une sieste, s'est réveillé, a repris sa course et a terminé 4e. Voilà, le dossier du marathon de 1904 est officiellement classé par le Bureau des absurdités historiques. Si cet épisode vous a donné soif, n'oubliez pas de vous hydrater, de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, bye bye.